Bonjour à toutes et tous et bonjour et bienvenue sur ce premier webinaire de la journée Feu de Camp 2024, deuxième édition. Je vois qu'il y a déjà du monde. Bonjour Cyril, bonjour Marion, bonjour Leslie. On a du monde qui arrive encore et qui se connecte. Merci pour votre fidélité et votre présence. Moi, c'est Alexandre. Je fais partie de l'équipe des Folies Web et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inaugurer, de lancer cette journée de, de feu de camp. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique, c'est trouver ses premiers clients quand on devient free. Et pour ce faire, je serai accompagné et bien entouré parce que je serai avec Michael Vigreux de la FNIC, Vanessa D'Artagnan de Little Big Connection et Emmanuel Patry de Social Media Lab. Comment allez-vous? La pêche? Très bien, on est en forme. Super, merci d'être là. Je vois que dans le chat, vous réagissez, vous nous dites bonjour. Merci, bonjour à tous. Si vous pouvez nous faire un petit retour sur le son et l'image, mais j'ai l'impression que tout se passe bien dessus. Donc, du coup, ce webinaire durera 1 heure. On en a plusieurs aujourd'hui qui sont prévus. On en a 5 au total qui seront animés par des indépendants pour vous, les indépendants. Et l'objectif, c'est vraiment un petit peu comme l'image de ce qu'on fait tout au long de l'année, c'est de vous partager les meilleures expertises et les meilleurs conseils pour vous aider à réussir avec le web. Je vous partage très rapidement le programme du jour de la journée. Si vous n'êtes pas inscrit à d'autres webinaires et que vous souhaitez justement vous inscrire, c'est encore possible. On a des places qui sont dispo. N'hésitez pas à aller sur notre site Les Folies Web. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, les Folies Web, qui sommes-nous? On organise tout au long de l'année des événements qui sont toujours gratuits à destination des petites entreprises pour vous aider justement à réussir avec Internet. Et on le fait de 2 manières, à la fois par des ateliers en présentiel partout en France, ou alors comme aujourd'hui avec des sessions en ligne, des webinaires justement pour vous aider à réussir avec Internet et vous aider à prendre des bonnes décisions pour vous lancer. J'aimerais également prendre un temps pour remercier tous les partenaires qui nous soutiennent et qui font en sorte que cet événement peut avoir lieu. On a nos 2 partenaires co-organisateurs qui nous suivent tout au long de l'année, l'AFNIC et Neo Camino, ainsi que France Num et BPI France. Et vous avez l'ensemble de nos autres partenaires qui sont indiqués tout en bas et on reviendra dessus après. Vous verrez, ils nous ont réservé des offres très sympathiques pour vous les indépendants. Donc restez bien connectés jusqu'au bout. Pour vous parler un peu technique et logistique, donc cette table ronde va durer 1 heure. Vous avez un onglet, l'onglet questions, qui vous permet, comme son nom l'indique, de poser toutes les questions. N'hésitez pas à le faire vraiment dans cet endroit dédié. Et si vous avez une question qui vous paraît plus pertinente, sur laquelle vous souhaitez vraiment appuyer, n'hésitez pas à voter. Vous avez un petit bouton pour mettre une note. Et comme ça, en fin de webinaire, à la fin de cette table ronde, on pourra justement un petit peu les sélectionner selon le nombre de réactions. Je vous enverrai également à la toute fin un questionnaire de satisfaction qui vous permettra de nous donner un retour à la fois sur la satisfaction de l'événement, mais vous pourrez aussi recevoir un récapitulatif complet de tous les webinaires de la journée. Donc si vous remplissez ce questionnaire de satisfaction, vous aurez le récap de tous les webinaires de la journée. Et comme tous nos événements en ligne de Folie Web et de Feu de Camp, vous aurez un replay qui sera disponible sur le même lien de connexion avec lequel vous venez de vous connecter et qui sera disponible dès la fin du webinar. Voilà. Sans plus tarder, on va passer directement droit au but et je vais enlever le partage d'écran parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur un système de présentation et de table ronde où on va discuter. Et je vais passer la main à Vanessa. Et est-ce que Vanessa, tu peux rapidement te présenter à nous, s'il te plaît? Allez, bonjour à tous. Moi, je suis Vanessa D'Artagnan, je suis responsable business de la région Nord-Ouest chez Little Big Connection depuis 4 ans. Little Big Connection, c'est une plateforme de mise en relation qui permet à des clients de collaborer plus directement aujourd'hui avec les TPE, PME, moyennant notre intermédiation. Voilà. Ok, parfait. Clair, net et précis. Emmanuel, je te passe la main. Bonjour à tous et bienvenue dans cet événement. Je m'appelle Emmanuel Patry, je suis la fondatrice de Social Media Lab et d'un programme qui s'appelle Social Media Expert et on aide les freelances en community management à trouver des clients et à remplir leur agenda. Ok, parfait, parfait. Et Michael, je te passe la main. Salut à tous, donc Michael, je travaille pour l'AFNIC, qui est l'association qui gère les noms de domaine en .fr pour la France et qui est un des partenaires des Folies Web et donc de Feu de Camp.
Je suis responsable commercial là-bas. J'anime des ateliers Folie Web depuis le tout début des Folies Web. Et je fais aussi, je co-anime une émission de télé qui s'appelle Connecte ta boîte, qui est diffusée sur BFM TV, RMC Story et RMC Découverte. Exactement. Parfait, parfait. Eh ben, merci à tous les trois déjà pour votre temps, votre présentation et puis tous les conseils que vous allez nous donner. Pour rien vous cacher à vous qui participez aujourd'hui à cette table ronde, on a préparé le sujet, on s'est rencontrés plusieurs fois et le premier sujet qui est venu très rapidement sur la table, on va dire, quand on parle justement de cette thématique, trouver ses premiers clients quand on devient free, c'est un peu une phase qu'on a définie comme apprendre à se connaître. Et c'est pas forcément la plus facile parce qu'il est souvent plus difficile de passer par cette phase d'introspection, mais on a trouvé qu'il était essentiel d'apprendre à se connaître. Vanessa, on en avait parlé. Pour toi, quels sont les défis majeurs auxquels un freelance est confronté lorsqu'il lance justement son activité? Alors, les défis majeurs, en fait, je dirais qu'il y en a 3. Aujourd'hui, quand on se lance, c'est important de bien préparer son lancement. Il y a premièrement, je vais aller plutôt Ah, je crois qu'on a un petit problème, non, avec Vanessa, ou je suis le seul? Ouais. On a perdu Vanessa. Vous m'avez perdu, c'est pas Ah, possible. si, Bon, si, on reprend. on Quand on reprend. souhaite se lancer, donc il faut déjà définir, où on en est sur, sur sa disponibilité. Est-ce qu'on souhaite démarrer dans 1 mois? Quand est-ce qu'on souhaite, se lancer? Donc ça, faut bien se préparer. Ensuite, il faut savoir, se fixer des limites. Est-ce que je suis assez bon en anglais? Est-ce que je vais intervenir dans un contexte anglophone ou est-ce que je veux rester sur des missions, avec, purement la langue, que l'on maîtrise? Est-ce que je suis prête à me déplacer ou je souhaite démarrer ma mission en full remote? Ça, c'est aussi important de savoir ce que l'on souhaite faire pour accepter ou ne pas accepter, certaines propositions à l'avenir et puis éviter de perdre du temps pour soi et pour nos clients. Et donc, si je souhaite me déplacer, quelle serait la fréquence? Combien de fois je suis prête à le faire dans le mois? Parce que ça permettra aussi de définir son offre dans son ensemble par la suite. Et puis ensuite, de définir sa durée d'intervention. Il va y avoir des indépendants qui vont aimer avoir un seul client à la fois et d'autres qui vont adorer avoir plusieurs missions, plusieurs contextes de travail différents. Une fois qu'on a défini un petit peu ses priorités, je dirais que ce qui est important, c'est de préparer son dossier de vente, puisque c'est bien de savoir se présenter à l'oral, mais faut savoir mettre en avant ses compétences. Donc, en fonction des métiers que vous faites, on a soit la possibilité de préparer son CV, un book par exemple, ou un dossier de compétences. Nous, en général, ce que l'on conseille, c'est qu'il soit ergonomique, facile à lire pour le client, qu'il soit chronologique pour qu'on puisse comprendre les évolutions, son cheminement et les compétences que l'on a et celles que l'on maîtrise en dernier, par exemple. Et puis ensuite, ce qu'on conseille toujours, c'est d'avoir un premier résumé, voilà, une première page d'introduction ou un site vitrine, une page LinkedIn qui va permettre aux clients de se projeter et d'avoir une vue d'ensemble très rapidement. Et puis ensuite, il y a la phase, je pense, une des phases les plus importantes, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi autour de la table, c'est de savoir fixer un prix. On va parler d'un taux journalier moyen, de son prix global. Et donc ça, c'est, je pense, un des enjeux majeurs quand on se met à son compte. Il faut étudier les prix qui se pratiquent autour de soi, les connaître. Il faut être en capacité aussi d'adapter ce prix-là en fonction du type de client qu'on souhaite avoir. On va pas avoir le même positionnement face à un grand compte que face à une TPE ou une petite entreprise. Il faut aussi savoir sur quoi on base son prix. Est-ce que c'est sur les frais de déplacement, la valeur que l'on a? Et donc ça, faut vraiment aussi être en capacité de se dire c'est ça ma plus-value. Et donc ensuite, pour se fixer tout ça, moi, ce qu'on conseille souvent, c'est de se dire, ok, sur quelle base je souhaite me rémunérer à l'année, et ensuite, en fonction de ce que je vais viser, je vais essayer d'adapter mon prix au mieux. Voilà, en conclusion, je pense que ce qui est très important, en tout cas, ce que je conseille en général, c'est vraiment dans un premier temps, de définir bien ses priorités, de préparer voilà, son dossier et de savoir fixer son prix. Ok, très bien, ouais. Donc Voilà. vraiment cette phase où on définit son offre. Quelque chose à rajouter, Emmanuel, Michael? Ouais.
Ouais, en plus de ce qui a été dit et qui effectivement est très très juste, ce qui est plus difficile aujourd'hui aussi, c'est d'arriver à se démarquer parce qu'il y a beaucoup de freelances qui se sont lancés sur le marché. Moi, je le vois beaucoup dans la communication digitale parce qu'on accompagne des professionnels des réseaux sociaux. Donc, d'arriver à se démarquer, à se positionner, à montrer concrètement ce qu'on peut apporter versus quelqu'un d'autre et qu'on puisse vraiment voir la valeur de ce qui va être apporté, de sortir un petit peu de la logique de compétences en fait. Donc, c'est-à-dire que pas juste dire, voilà, je sais faire la rédaction web, je sais faire du community management, mais je sais aussi, voilà, ce que je peux vous apporter, comment je peux transformer en fait votre activité et votre société. Voilà. Ok, très clair. Très Ouais. clair. Si je peux apporter un complément ou peut-être un bémol. Alors, je suis d'accord avec ce que Vanessa et Emmanuel viennent de dire. Et j'ajouterais que pour conforter qu'il n'y a pas de meilleure improvisation que la préparation. J'aime beaucoup cette phrase. Et il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de dire dans ma présentation, c'est que je suis aussi auto-entrepreneur et que je suis aussi freelance en fait. Donc, je suis salarié et à côté, j'ai plusieurs activités parallèles et ma femme aussi. Et en fait, ce que j'observe souvent chez les néo-freelance, c'est qu'on se pose mais 50 000 questions et en fait, on passe notre temps à se dire mais est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est le bon prix, est-ce que c'est les bons clients, est-ce que je sais faire, est-ce que je suis… Non, il y a un moment, il faut y aller. Hein. C'est vraiment bien et c'est vraiment essentiel de se poser toutes ces questions, toutes les questions que Vanessa à poser sur la table tout à l'heure, elles sont indispensables, mais il y a un moment, il faut y aller. Et c'est-à-dire qu'il faut essayer, il faut tester le marché aussi. Adapter en permanence aussi. C'est ça, ouais. Absolument. Absolument. Et Mickaël, justement, tu aurais des bonnes pratiques à avoir pour trouver ses premiers clients quand tu es free? Alors, je vais même parler des tout premiers clients. Les tout premiers clients, quand on a une idée qui émerge en tête, on se dit tiens, j'aimerais bien faire ce type de prestation, proposer ça. En fait, on va pas quand on est freelance, souvent il y en a beaucoup qui se lancent en tant qu'auto-entrepreneur. Quand on est auto-entrepreneur, on ne peut pas déduire ses charges, ses frais de publicité et autres. Donc, il faut être le plus efficace possible. Et les tout premiers clients, c'est dans son réseau personnel qu'on va les trouver. Et donc, il faut commencer à se constituer peut-être une première base de prospects. Ça va être son cercle d'amis proches, ça va être sa famille, ça va être parler autour de soi de son projet et leur dire, tiens, je résous ce type de problème. Est-ce que dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui rencontre aujourd'hui cette problématique? Je connais plusieurs entrepreneurs qui ont commencé comme ça, en se créant une petite base, une micro-base de données de leurs proches, en fait. Et ils ont osé, ils se sont lancés en disant, ben voilà, salut, je lance ça, je réponds à tel problème, mon expertise, c'est ça. Si vous, quelqu'un dans votre entourage rencontre ce type de problème, je suis la bonne personne. Et une deuxième astuce, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un photographe qui est en fait un ami d'amis et qui, lui, pour se faire connaître et pour trouver ses tout premiers clients, il a lancé un jeu concours et il a proposé, je crois qu'il a fait ça sur Facebook, et proposé de gagner une séance photo en famille. Et il suffisait de liker, commenter et en commentaire dire ouais, j'aimerais bien gagner et citer une personne. Bon, il se trouve que j'ai gagné. J'ai gagné, donc j'ai fait cette séance photo en famille. D'accord. Et juste cette action lui a permis de décrocher une centaine de prospects. Ok, voilà. Intéressant. Et ben pour ça lui a coûté deux sessions, donc 2 matinées à prendre des photos. C'est ça. Et ben comme dit Lucas dans le chat, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ça. Il faut se lancer, il faut faire, faut faire. Ouais. C'est une bonne technique, ouais. Et Emmanuel, tu nous avais donné aussi en amont quelques conseils que tu donnerais justement à quelqu'un qui souhaiterait développer son activité comme ça. Ouais, essayez, vous m'entendez bien, j'ai changé de micro là. Très bien.
Nickel. Alors, sur les astuces, moi, j'ai par exemple une élève qu'on a accompagnée qui est rentrée dans notre programme il y a 4 mois. Elle avait 0 client. Aujourd'hui, elle en a 9. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que sa cible, c'est les restaurateurs. Et du coup, elle les a tout simplement appelés par téléphone et elle leur a proposé un rendez-vous physique pour leur montrer ce qu'ils pourraient faire sur les réseaux sociaux et ce que ça pourrait leur apporter. Et ça a super bien marché. Elle a écrit un petit script, etc. Elle leur disait tous la même chose. Elle en a appelé 300. Alors, c'est beaucoup, hein, ça prend du temps, mais aujourd'hui, elle a 9 clients et elle veut créer son agence. Donc, ça a super bien marché. Et autre chose qui marche bien aussi, quand on fait des prestations de services, c'est de proposer des diagnostics offerts, des audits gratuits de 30 minutes pour vos prospects. Comme ça, vous analysez vraiment bien leurs données, ce qu'ils font, leur design, si vous êtes designer, et vous leur donnez des recos concrètes. Et ensuite, vous leur proposez de partir avec vous pour une collaboration plus longue s'ils souhaitent aller plus loin. Donc ça marche hyper bien. Ouais, c'est mettre en avant son expertise au service des autres. Et il y a aussi cette notion de concurrence et de proposition de valeur. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement à quelqu'un qui n'a pas peur, mais qui souhaiterait vraiment se distinguer de la concurrence en tant que freelance alors qu'il vient juste de se lancer? Moi, ce que je recommande souvent à mes élèves, c'est de leads magnets, ce qu'on appelle des petits cadeaux gratuits qu'ils peuvent offrir à leurs prospects. Donc, par exemple, dans le cas d'un community manager, pour un restaurateur, par exemple, un guide pour bien remplir son profil Instagram, un guide d'optimisation de son profil Instagram, un petit guide gratuit, par exemple, ça marche super bien, un petit cadeau gratuit pour attirer l'attention. Ok. Ouais, je suis totalement d'accord. Et moi, j'ajouterais un point. Dans le cadre de mes activités, je fais beaucoup d'audits de sites internet. Pour aider les entreprises à améliorer leur référencement naturel. Et je m'aperçois malheureusement très souvent que la démarche commerciale n'est pas la bonne, dans le sens où nous, entrepreneurs, je dis nous, on est très souvent centré sur nous, quand on parle de proposition de valeur, c'est sur nos différences, nos forces, etc. Alors que ce que cherchent les clients, c'est de soit résoudre un problème, soit d'atteindre un objectif. Par exemple, je veux un summer body pour cet été. Je veux avoir mon bac. Je veux réussir mon permis de conduire. J'aimerais me débarrasser des taupes dans mon jardin. Vécu. Et donc, en fait, la démarche commerciale consiste à non pas se centrer sur soi, mais se centrer sur les besoins de ses clients. C'est vraiment fondamental d'écrire comme ça parce que quand je dis d'écrire, donc c'est ce que vous allez mettre sur votre site, sur vos plaquettes, sur tous vos supports de vente. Parce que si vous écrivez je suis expert comment dire, je suis expert dans tel domaine, j'ai tel label, je fais ci, je fais ça, je. Souvent, même dans notre boîte à lettres, on reçoit des prospectus, on a ce type de publicité. Je suis couvreur, je fais du démoussage, ok. Et c'est pas ça que cherchent les clients. Les clients ils veulent trouver quelqu'un, un expert pour refaire leur toiture, quelqu'un pour démousser leur toit. Vous voulez enfin vous débarrasser de la verdure qui se dépose sur vos tuiles. Nous avons la solution, nous avons les experts, nous avons une équipe formée. Mais il faut bien commencer, vous voyez, par communiquer à la deuxième personne, soit du singulier, soit du pluriel, selon comment vous vous adressez à vos clients. Vous. Et une fois que vous avez terminé toute cette partie où vous montrez aux clients que vous les avez bien compris, je vous ai bien compris, très bien, nous avons la solution. J'ai la solution. Oui. La démarche commerciale, c'est vraiment ça. C'est se centrer d'abord sur le client et montrer qu'ensuite, on est capable d'y répondre et de mettre des preuves sociales éventuellement. Moi, je compléterais sur le fait que, en fait, être indépendant, c'est être indépendant dans sa démarche, mais c'est continuer à collaborer pour autrui, en fait, que ce soit pour une entreprise, pour du particulier. Donc, ça doit être, on doit toujours garder en tête que on doit s'intéresser et que les clients, ce qui va faire parfois la différence entre deux personnes ou entre deux offres, c'est aussi les personnes qu'il y a derrière et les humains que l'on va rencontrer. Donc ça, c'est extrêmement aussi important de toujours garder ça en tête et de garder ce côté relation. Au moment où on se dit quelle va être ma plus-value, ça peut être aussi juste moi-même quand je vais aller échanger et m'intéresser à leurs problèmes. Voilà. Complètement, ouais, c'est ça, de trouver le discours qui fait, comme disait Michael, ouais, de partir du problème, du besoin et
et éviter, même si c'est un peu la facilité de parler de soi et de ses produits. Parfait. Alexandre, Oui. juste, je te coupe, mais je viens de voir que dans le chat, on avait une question, quelqu'un qui nous challenge, et qui nous dit, vous parlez que de produits, enfin que de services. Moi, je fais du produit, je suis dans l'artisanat. Et j'aimerais répondre à cette personne et lui dire que quand on fabrique des produits, on est dans l'artisanat, on peut très bien dire, plutôt que dire vous avez tel problème, mais plutôt le transformer sur comment je peux offrir ce cadeau, pourquoi je me l'achèterais. Eh bien, il faut trouver des prétextes. Vous cherchez un cadeau pour la Saint-Valentin, on fabrique les meilleurs bouquets de fleurs, les meilleurs cadres, les meilleurs souvenirs pour la personne que vous aimez. Vous cherchez un cadeau pour la fête des mères, vous cherchez à mettre en valeur votre salon. Nous avons des œuvres d'art uniques. Voilà. Ça fonctionne aussi. C'est ça, oui. C'est vrai que on avait une question aussi sur est-ce qu'il faut commencer par des prestations gratuites. Et voilà la fameuse question. Voilà, la fameuse question. Moi, je pense qu'il y a plusieurs solutions, mais vous pouvez aussi commencer par résoudre un petit problème. On parlait du problème à résoudre. Un petit problème que peuvent avoir vos clients, vous pouvez commencer par ça. Par exemple, dans nos métiers, redesigner un compte Instagram parce que le compte n'est pas du tout attractif et du coup, on n'a pas envie de s'abonner, etc. Ça peut être ça. Ça peut être une toute petite offre, ce qui vous permet aussi de créer votre portfolio. Et je trouve que c'est une bonne alternative à faire de la prestation gratuite parce que votre travail a quand même de la valeur, même si vous débutez. Complètement. C'est ça, c'est souvent le piège de vouloir faire gratuit au début et de un peu dévaloriser même sa prestation ou son produit en voulant tout mettre gratuit. Ok, parfait. Et du coup, alors, quand on est free et qu'on veut trouver ses premiers clients, il y a une question qui va revenir un peu sur la table au niveau de la prospection. Alors, Mickaël, un petit peu, on a parlé tout à l'heure, on peut commencer avec son propre réseau. Mais Vanessa, question classique, on va dire, mais quelle stratégie de prospection tu nous conseillerais, des stratégies efficaces pour trouver ses premiers clients? Alors, il y en a plusieurs. Donc on peut faire la bonne méthode du téléphone. Celle-là, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien, on va pas se mentir. Voilà, c'est facile, on peut récupérer des coordonnées un petit peu partout, mais on va peut-être s'épuiser. Nous, ce qu'on essaye de conseiller, ce que l'on conseille, pardon, il y a premièrement utiliser les réseaux sociaux professionnels. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est un levier hyper puissant pour de nombreux indépendants pour trouver des missions. Ça vous permet, on peut partager du contenu, donc mettre en avant ce que l'on fait, rentrer dans par exemple des discussions parfois autour de sujets qui vont être celui de notre secteur d'activité. Et puis on peut aussi intégrer des groupes de freelance sur ces réseaux-là qui vont nous permettre parfois de trouver des missions et aussi de dire je suis dispo, donc si vous avez une mission pour moi, je suis partant. Donc ça va aussi entraîner aussi le réseautage. Typiquement, nous, chez Little Big Connection, on a un groupe freelance sur LinkedIn où on publie régulièrement du contenu, mais pas uniquement qui nous concerne, mais aussi du contenu sur la vie d'un indépendant. Et puis, en fonction de vos activités, ça peut être d'autres réseaux sociaux. Instagram, par exemple, pour beaucoup d'entreprises, est un levier très, très fort. Ensuite, je dirais qu'il y a aussi le fait de prospecter via son réseau, on en parlait, son réseau personnel et professionnel, sa vie d'avant. On doit être acteur vraiment de ces moments-là et continuer à aller dire que l'on est présent, montrer et se mettre en avant sur ces sujets-là. Mickaël le disait, en fait, de dire à son entourage, je me mets à mon compte, si jamais ça vous intéresse, voilà, je peux vous accompagner. Ça, c'est déjà un premier pas. Et puis, il y a aussi le fait de participer à des événements, voilà, donc les folies web, des événements en ligne, des événements aussi en physique qui vont vous permettre de rencontrer d'autres indépendants ou de rencontrer des clients. Chez nous, chez Little Big, on est assez acteurs de ces événements-là. On organise régulièrement des meet-up ou des after-work, ce qui va permettre à tout le monde aussi de profiter de ces moments-là aussi pour prendre des tips chez les autres. Et puis ensuite, il y a aussi les plateformes comme nous, on peut exister qui vont pouvoir permettre d'aller plus rapidement trouver des clients sans avoir à trop s'épuiser dans la prospection, dans le dur, comme on peut le dire. Donc voilà,
les réseaux sociaux professionnels ou voilà, au global, le réseau et le réseautage, et puis ensuite les plateformes ou les outils que vous avez à votre disposition en ligne. C'est ça. Et puis oser, hein, oser encore une fois, c'est oser le dire à ses proches, oser le prendre la parole sur des réseaux sociaux, etc. Très bien, d'ailleurs on a une thématique LinkedIn qui arrive après, mais c'est vrai que LinkedIn est quand même un bon canal pour se faire connaître et pour cibler un marché et identifier des prospects potentiels. Quels conseils vous donneriez, par exemple Emmanuel? Alors, effectivement, cibler, c'est important. Moi, je conseille vraiment de cibler le plus possible parce que si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Et par exemple, là, on parlait de LinkedIn. Vous avez un outil qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator, qui est un outil LinkedIn que vous pouvez prendre gratuitement pendant 1 mois. Vous pouvez vraiment, en fait, chercher votre cible précisément et vous faire des grosses bases de contacts gratuitement et ensuite les contacter. Et moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'y aller en ayant une démarche super personnalisée par rapport aux besoins de vos prospects et surtout par rapport à son contexte. C'est-à-dire, n'hésitez pas à rebondir sur l'actu de son marché, sur ce qui se passe, sur une tendance, etc., lui envoyer une étude, un article. Donc, vraiment, intéressez-vous à ces enjeux et il faut vraiment être dans la tête de votre cible. Ça, c'est super important et c'est comme ça que vous aurez des réponses dans vos messages LinkedIn, dans vos mails de prospection. Et on insiste là-dessus. Non, c'est super important. En effet, si on vise tout le monde, on vise personne. Et j'ai même envie d'ajouter que si on connaît vraiment bien sa cible, eh bien, ça va nous aider parce qu'on va devenir expert de la cible. Et ce faisant, on va dégager vraiment tout le syndrome de l'imposteur parce qu'on sera vraiment l'expert ou l'experte reconnue par tout le monde sur ce sujet-là. Et donc, on aura plus de valeur, on pourra aussi se vendre plus cher. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc oui, je suis totalement d'accord avec ça. Il faut vraiment cibler au maximum. Et pour répondre à plein de questions qu'on a eues dans le chat sur le sujet, il faut faire le portrait robot de son client. Il y a quelqu'un qui a mis, je ne sais pas en fait qui sont mes clients. En fait, c'est vraiment, ça fait partie de ce que Vanessa disait tout à l'heure. C'est une des étapes de la préparation. Il faut déjà bien savoir qui sont ses clients, où est-ce qu'ils habitent, quel âge ils ont, quel niveau de revenus ils ont. J'ai vu quelqu'un parler des associations dans le chat. Il faut cibler est-ce que c'est la bonne cible ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, il faut vraiment bien déterminer sa cible, savoir quels sont leurs besoins, leurs problèmes, leurs irritants, leurs envies, leurs objectifs, leurs buts. Qu'est-ce qu'ils aiment faire le week-end, la semaine, le dimanche? Qu'est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants? Est-ce qu'ils ont des petits-enfants? Voilà. Écrivez au maximum et plus vous aurez de détails sur votre cible, meilleure sera votre proposition derrière et elle sera le mieux adaptée. Donc, vous serez meilleur vos concurrents. Pardon. Complètement. Et Mickaël, tu aurais des exemples de canaux de communication que tu recommanderais à un free qui justement se lance et souhaite trouver ses premiers clients? Quel premier canal il peut utiliser pour promouvoir ses services ou ses produits d'ailleurs? Alors, je pourrais en parler des semaines entières de ce sujet-là. Mais si je devais résumer en 1 ou 2 minutes, je dirais qu'il y a 2 objectifs. Il y a l'objectif court terme, trouver tout de suite instantanément des clients, et il y a un objectif moyen, long terme. Dès le départ, je pense qu'il faut viser sur les 2. Et on ne va juste pas utiliser les mêmes outils pour faire l'un ou l'autre. À court terme, il faut faire de la publicité. Je ne vais pas revenir sur le réseautage, tout ce qu'on a dit avant, mais typiquement, le court terme, je pense que les réseaux sociaux, c'est du court terme. Quand je publie quelque chose, c'est instantané, c'est visible tout de suite. Mais par contre, dans 2 heures, dans 2 jours, dans 2 semaines, ce que j'ai publié ne sera peut-être plus visible. Donc là, il y a un travail de récurrence, etc. Il y a des ateliers sur LinkedIn. Allez voir ensuite. Suivez-le. Je crois que c'est l'atelier d'après. Hein. C'est ça, Alexandre? Exactement, à 11h. Donc voilà, restez connectés alors. À moyen et long terme, il y a une arme qui me semble vraiment très puissante, c'est le site Internet. Le site Internet va vraiment établir votre réputation en ligne et va vraiment marquer votre expertise. Et c'est complémentaire en fait avec les réseaux sociaux. Et sur le site Internet, j'ai envie d'ajouter même le blog.
Le blog, en fait, vous prenez une question d'un client, vous y répondez. Et ce faisant, vous allez encore prouver votre expertise. J'ai écrit un bouquin et ce que je peux vous dire, c'est que auteur égale autorité. Vous devenez quelqu'un qui a de la réputation, qui a de l'autorité, qui a de l'expertise sur le sujet. Et donc, vous dégagez encore une fois tous ces syndromes de l'imposteur qui n'ont pas leur place. Vous montrez que vous savez le faire. Et puis, quand vous écrivez, essayez d'écrire avec des petits papillons dans le ventre. Vous donnez envie aux gens de vous lire et vous allez acquérir des gens qui vont vous suivre, qui vont devenir des fans. Donc, vous publiez sur votre blog, sur votre site internet. Et derrière, vous partagez ensuite un lien vers l'article sur votre réseau social, sur le réseau social où sont présents vos clients. Voilà, vous faites les deux en même temps et ce faisant, vous allez travailler sur du court terme et investir sur le moyen et long terme. Et c'est super vertueux. Lancez-vous, vraiment. Voilà. J'ai essayé de faire court, mais non, mais c'est très clair. C'est très clair, c'est très clair. Vous auriez, enfin, Emmanuel, je crois que tu avais des belles expériences de réussite justement par rapport à ton activité, par rapport à qui tu croises tous les jours. Ouais, alors moi ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi pas mal de stratégies qui fonctionnent et de trouver aussi une stratégie avec laquelle on est à l'aise. Par exemple, j'ai une élève qui travaille en local au Pays Basque et du coup, elle organise des ateliers régulièrement dans des coworking de sa région. Et ce qui lui permet en fait de trouver des clients directement tout en montrant son expertise. Donc elle fait ça vraiment en physique, donc je trouve ça aussi super intéressant. Elle a proposé à des coworking de le faire. Je crois qu'elle fait des événements aussi avec les Folies Web. Elle s'appelle Harmonie, donc et du coup ça fonctionne bien pour elle. Autre stratégie, effectivement, nous nos élèves sont des community managers, donc ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Et en fait, ce que je les invite à faire, c'est vraiment de montrer sur leurs réseaux sociaux ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des petits réels sur des astuces réseaux sociaux, plutôt montrer des exemples de ce qu'ils pourraient faire. Par exemple, pour une esthétique, travailler pour un cabinet d'esthétique, quelle idée de poste ça pourrait être, etc. Donc, vraiment de montrer du concret. En fait. Et je trouve que ça manque beaucoup. Par exemple, si vous avez un site, faites une étude de cas sur un client que vous avez accompagné avec vraiment des résultats, voilà, des chiffres, des choses vraiment précises. Ça cartonne aussi super bien. Aussi tout ce qui est mettre en avant des recommandations. En fait, il y a des stratégies vraiment précises et qui convertissent et faites pas juste du contenu pour faire du contenu. Ça, c'est aussi très important et effectivement répondre aux questions des gens, c'est un super moyen de faire du contenu efficace, y compris pour les réseaux sociaux. Oui, se montrer en tant qu'expert, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, le blog, etc. Ouais. Très bien, très bien. Alors, admettons, on suit tous vos conseils à la lettre et c'est vrai qu'on commence du coup à trouver ses premiers clients. Du coup, on va aborder une partie qui va être un petit peu plus sur la fidélisation et le développement de cette clientèle. Et il y a une maxime, alors les cours de marketing sont loin, mais on dit souvent qu'il est plus coûteux de recruter un nouveau client que de le fidéliser. Et ça, c'est vrai, je pense que vous nous donnerez des exemples. Mais, tu maîtrises encore bien. Oui. Je crois que c'est vraiment ce qu'on dit encore. Hein. Ouais. C'est ça. Et du coup, alors quand on est freelance, justement, généralement, on a un budget qui est assez limité. C'est un peu l'une des problématiques que l'on entend souvent. Et quelle stratégie, justement, par rapport à son budget un peu limité, on peut utiliser pour essayer de fidéliser, pour essayer de créer sa première base. Michael, je crois que tu m'as donné des petits Alors, tips. j'ai déjà donné des éléments tout à l'heure. Pour compléter, je dirais que les premiers outils gratuits, on va commencer par des gratuits. En tant que freelance, on n'a pas de budget, on prend cette hypothèse. Vous pouvez très bien commencer par, donc je parlais du réseau social, l'inscription est gratuite, publier c'est gratuit. Vous pouvez faire une fiche sur Google, donc c'est Google My Business, Profile Business, fiche établissement. Tout ça, ce sont des termes différents pour parler de la même chose. C'est gratuit également et vraiment, je vous invite à la remplir au maximum et en particulier à bien mettre le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, à solliciter des avis avec des écrits. Petite astuce, demandez aux gens de raconter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont préféré. Plutôt que de dire, vous pouvez me laisser un avis, s'il vous plaît, demandez, est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous avez préféré, s'il vous plaît. Vous leur balancez le lien. Et sur Google, vous avez également, sur la fiche Google, vous avez un lien qui est poser des questions. Eh bien, vous faites vos FAQ là-dessus et vous bombardez de mots-clés.
Donc, les questions de vos clients, vous les bombardez dans votre fiche Google. Vous allez mettre tous les mots-clés, en fait, ce que les clients vont dire, mais aussi écrire quand ils vont chercher sur Google. Et en face, vous mettez toutes les réponses. Donc, ça, c'est gratuit. Ensuite, le site internet avec un nom de domaine. Un nom de domaine, ça coûte, la première année, ça coûte 1 euro, généralement entre 1 et 10 euros. Enfin, il y a plein de promos que vous pouvez trouver sur Internet. Le site internet, si vous faites un petit site WordPress, alors si vous avez de l'argent sur votre CPF, utilisez votre CPF pour vous former à WordPress. Vous faites 2-3 jours de formation sur WordPress et vous serez capable de faire votre site basique vous-même pour commencer. Et sur votre site, vous pouvez faire des articles de blog. Ça ne coûte pas d'argent, ça ne vous coûte que votre temps. Mais c'est une stratégie à moyen long terme qui est, à mon sens, non seulement ça marche, mais en plus c'est extrêmement rentable dans le sens où une fois que vous avez rédigé un article, l'article qui est sur votre blog, il sera là tant que vous déciderez qu'il sera là. Alors que la publication que vous avez faite aujourd'hui sur LinkedIn, que vous avez travaillé pendant super longtemps, elle va être visible à très court terme et puis très vite elle va redescendre et elle va être écrasée par le reste du fil d'actualité. Donc, la fiche Google, l'inscription sur les réseaux sociaux et le site internet, tout ça, ça vous coûte, je pense que pour moins de 500 euros, vous pouvez faire ça vous-même assez facilement. Ouais, ok, très bien, très bien. Et il y a aussi quelque chose qui fonctionne bien, c'est les fameux avis clients, les commentaires qu'on peut avoir. Vanessa, comment tu ferais, toi, pour les gérer au mieux et les utiliser, du coup, dans le but d'améliorer son activité? Déjà, pour les gérer au mieux, il faut déjà les recueillir. Je pense que Emmanuel en parlait et puis Michael également. Donc pour les gérer, il faut savoir et être en capacité de les collecter et déjà prendre le pas de solliciter nos clients pour le faire. On le fait tous quand on est insatisfait, on va mettre des avis négatifs. Et en fait, on ne prend pas souvent le pli d'aller mettre des avis positifs quand on est satisfait. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, la première chose, je pense déjà pour les recueillir, il faut encourager ses clients à nous laisser un avis, c'est ce que disait Michael, mais aussi les solliciter en fonction des secteurs d'activité et de ce que vous faites. Ça peut être des avis sur vos sites internet, vos pages. Ça peut être également demander des lettres de recommandation. Ça peut être des témoignages partagés. On fait ça chez Little Connection, on essaye aussi de créer ces moments-là et de créer ces témoignages-là parce que ça permet aussi de prendre de la hauteur et de se dire c'était quand même super ce qu'on a fait ensemble, donc on va en parler. Et puis également demander à être cité comme référence. Parfois, certains clients vont hésiter, ils vont peut-être se dire je vais peut-être demander à un de vos anciens clients, est-ce que vous auriez quelqu'un à me recommander? Donc rien que ça, déjà, c'est très important. De prendre le pli et d'oser poser la question. Parce que sachez que si vous ne le faites pas, il y en a d'autres qui l'ont fait avant vous et qui le feront après vous. Donc, n'hésitez pas, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Et puis ensuite, il faut répondre à ces avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il faut remercier les clients quand on a des avis positifs, montrer la gratitude et puis aussi répondre, ce qui va aussi alimenter voilà, les fameux mots-clés dont on parlait précédemment. Et puis pour les avis négatifs, ça peut arriver. Il faut répondre de manière professionnelle et constructive en mettant des exemples, en donnant du contexte, puisque pas parce que ça se passe mal une fois que ça peut se passer mal dans d'autres cas. Il faut surtout éviter ce qu'on appelle l'effet un peu Barbara Streisand où on met tout sur le tapis, on va supprimer surtout pour pas en parler. Et puis, je dirais qu'enfin, il faut utiliser ces retours-là pour également s'améliorer. C'est pas ce qu'on fait quand on est indépendant, c'est pas fixé dans le marbre. On évolue en permanence. Voilà, l'amélioration continue, c'est extrêmement important. Donc, parfois, on va peut-être recevoir des suggestions. Utilisez-les pour vous améliorer et puis partagez aussi les changements quand vous avez pris en compte ces aspects-là pour montrer que voilà, vous évoluez, vous êtes à l'écoute de vos clients et puis vous aussi vous adaptez parfois au marché. Un ChatGPT quand il arrive et qui un peu révolutionne tout, si on ne prend pas le pli de s'adapter aussi au marché et d'utiliser ces outils-là, voilà, on peut être dépassé. Donc utilisons tous ces outils et tous ces avis pour améliorer et s'améliorer dans le temps en permanence.
Ok, ouais. Très bien, très bien. Et Emmanuel, on en avait parlé aussi auparavant quand on préparait cette table ronde. Tu nous avais donné justement des stratégies à mettre en place pour un peu développer son portefeuille client au fil du temps. Est-ce que tu pourrais nous les repartager, s'il te plaît? Alors oui, je voudrais juste répondre à une question, comment faire pour les avis clients quand on n'a pas d'avis client quand on démarre, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi, en fait, vous avez peut-être une expérience professionnelle, donc vous pouvez demander à vos anciens managers. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancée en freelance. J'ai demandé à mes managers, à tous les gens que j'avais connus, à mes formateurs, enfin vraiment à tout le monde, et tous les gens possibles et imaginables. Vous pouvez même faire une petite mission. Voilà, ou dans le but vraiment d'avoir un témoignage. Hein, ça, je recommande parfois aux élèves qui démarrent de zéro, qui n'ont même pas d'expérience professionnelle. Donc, il y a ça. Et après, pour développer votre portefeuille client, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand ça se passe bien avec un client, vraiment invitez-le effectivement un maximum à vous recommander et demandez-lui une mise en relation avec un contact qui serait intéressé aussi par vos services. Et pour le remercier, envoyez-lui un petit cadeau. Hein. Si vous avez un client grâce à quelqu'un, moi, c'est un conseil que je donne pour hacker un peu la recommandation. Envoyez un petit cadeau à vos clients qui vous recommandent. Vous, même avec le temps, nous, on a un programme ambassadeur, par exemple, où on fait un virement de 100 € à chaque personne, chaque client qui nous recommande. D'accord. Donc, voilà, il y a des choses comme ça que vous pouvez mettre en place. Et la personne aussi a une réduction, la personne... qui nous est mise en contact. Donc, c'est bien aussi de penser à des petits cadeaux, des choses comme ça, parce que en fait, c'est une acquisition client qui, au final, coûte très peu d'efforts et qui est hyper efficace. Oui, c'est du donnant-donnant en fait. Ouais. C'est vrai que c'est du donnant-donnant. Et il y a aussi des outils, je crois, qui existent pour à la fois automatiser et simplifier un peu ce processus de fidélisation et un peu de gestion de sa base. Vanessa, tu en aurais certains à nous partager? Ouais. Bah, déjà, on en parlait au tout démarrage. En fait, se constituer une base de données, un CRM. Alors, en fonction de comment on démarre, on a peut-être les moyens où on prend la décision de se doter d'un outil payant, ou alors on peut tout simplement se créer un fichier Excel avec des informations sur ses clients. Mais de se constituer une base de données, un CRM, voilà, un outil, un mini outil, même sur Excel, de gestion de la relation client, c'est très important parce que ça va vous permettre de centraliser les informations, de collecter aussi de la donnée sur vos prospects et vos clients, d'avoir un historique et de laisser une trace quelque part de tout ce qui aura pu se passer pour typiquement reprendre contact par le passé, garder en tête tout ce qui se sera passé, puisque je vous le souhaite, une fois que vous aurez des clients, que vous en ayez plein au point où il faut que vous puissiez regarder dans votre base de données ce qui s'est passé avec eux il y a quelques années. Ça va vous permettre surtout d'avoir au même endroit tous les éléments, de pouvoir le réactiver aussi ce réseau beaucoup plus facilement lorsque vous allez être en recherche de nouveaux clients et que vous allez vouloir redémarrer. Parce qu'il n'y a rien de pire que de redémarrer de zéro et voilà. Aussi par exemple, de garder le contact sur LinkedIn ou les réseaux, en fait, d'ajouter ses clients au moment où, comme ça, quand vous allez avoir des informations à partager, peut-être des grands événements, des changements ou voilà, une recherche de futures missions, de pouvoir lever la main et de leur montrer que vous êtes toujours présent. Et puis, il y a aussi des outils qui vont vous permettre de faire du mailing, des actions assez rapidement plutôt que d'avoir à le faire à la main. Notamment, on parle du marketing automation. Vous allez avoir des outils qui vont vous faire des campagnes de mailing assez facilement. Si vous utilisez votre base de données et que vous avez toutes vos informations, les emails, vous l'utilisez, vous créez votre mailing grâce à cette base de données et puis vous pouvez envoyer une campagne, par exemple, de mail assez rapidement auprès de ses clients. Voilà. En général, vous pouvez avoir des outils du type Lemlist, vous avez des outils un petit peu comme ça. Il en existe plein sur le marché à des coûts différents, bien évidemment. Exactement. Et du coup, j'ai une dernière question pour Emmanuel, avant qu'on passe à cette partie un peu plus de questions avec vous les participants. Mais quelles sont un peu les erreurs courantes, voilà, pour dire ce qui fonctionne pas, et en parlant d'erreurs, du coup, éviter de faire ces erreurs. Mais qu'est-ce que tu as recensé, toi, Emmanuel, avec tous les freelances que tu connais? Alors moi, c'est des erreurs que j'ai constatées chez les freelances qu'on accompagne ou dans notre communauté Instagram.
c'est de se concentrer uniquement sur créer du contenu tous les jours, etc., créer des réels sur la vie de community manager, parce que nous on accompagne des community managers. Malheureusement, ça suffit pas et surtout ça intéresse pas forcément votre cible. Eux, ils ont envie de savoir comment résoudre leurs problèmes, comment avoir plus de ventes, par exemple, sur tel sujet, ou comment faire plus d'acquisitions, etc. Donc en fait, il faut vraiment centrer votre création de contenu sur ce qui les intéresse et surtout ne restez pas focus sur la création de contenu, allez discuter avec eux et voilà, essayez de décrocher un rendez-vous et montrer tout ce que vous pouvez apporter. Deuxième erreur que je vois, c'est procrastiner énormément la prise de contact parce que on a peur et c'est normal, etc. Ou alors aller contacter des personnes qui n'ont pas de budget parce qu'on n'ose pas aller contacter les gens qui ont vraiment le budget. Donc ça, je le vois beaucoup. Et osez, parce que de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Au pire, vous n'aurez pas de clients. Voilà, vous n'avez rien à perdre. Donc vraiment, ayez cette mentalité de on n'a rien à perdre, on y va et on essaie d'apporter un maximum aux gens. Et effectivement, la troisième erreur que je vois beaucoup, et tu en as parlé au début, c'est avoir un discours qui est centré sur soi et pas poser de questions, pas s'intéresser à l'autre. Une bonne prospection, pour moi, un bon call commercial, c'est un call ou un échange où on va poser un max de questions. Et ensuite, seulement, on va faire notre proposition de valeur. Voilà. Ok, parfait, parfait. Avant de passer à la partie questions justement des participants, est-ce que vous avez un mot à rajouter, Vanessa, Mickaël, sur ce qu'on s'est dit? Peut-être. Vas-y, Vanessa. Ok. C'est les joies du direct, on ne sait pas trop qui parle. Non, plus simplement, en fait, ce qui est très important aussi, pour compléter tout ça, il faut aussi toujours bien garder en tête quelle sera notre cible. Est-ce que ce sera du professionnel? Est-ce que ce sera des clients B2C plutôt, puisque ça aussi, ça va aussi permettre d'adapter et d'éviter toutes les erreurs dont Emmanuel parlait juste précédemment. En fait, c'est très important de toujours garder en tête qui est ma cible. Voilà. Oui. Et pour poursuivre sur ce que tu viens de dire, une fois que je connais bien ma cible, voilà, on a tous vraiment insisté là-dessus et on ne se connaissait pas tous les quatre. Enfin, moi, personnellement, je ne vous avais jamais rencontré avant, là, maintenant. C'est fondamental parce que vous allez pouvoir faire des choix. Et je vois que dans toutes les questions que vous posez en ligne, en fait, vous êtes un peu paumé. Certains me disent, mais est-ce que je dois être sur LinkedIn? Est-ce que je dois être sur Insta? Est-ce que le site, c'est vraiment important pour moi quand je commence? Si vous connaissez exactement qui sont vos clients, vous saurez sur quel réseau communiquer. Et je dis bien sur quel au singulier. Vous n'avez pas le temps en tant que freelance d'avoir un compte professionnel sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et compagnie. Ce n'est pas humainement possible. Donc, vous n'en faites qu'un seul et vous le faites à 100%. Donc, si votre cible, ce sont les professionnels, vous allez sur LinkedIn et vous faites le truc au taquet. Si votre cible, ce sont les parents et autres, c'est peut-être Facebook qu'il va falloir aller chercher. Si votre cible, c'est j'en sais rien. Voilà, je vous donne plusieurs exemples. Mais adaptez votre pratique, votre démarche commerciale à votre cible. Et un deuxième point que je voulais dire, c'est qu'on a mélangé un petit peu la prospection et finalement le fait d'attirer les clients à soi. La prospection, c'est je prends mon téléphone, je prends mon clavier et j'envoie des messages. Je vais contacter, démarcher des gens qui ne m'ont pas sollicité. Ça paye, c'est dur, mais ça paye. L'autre moyen de faire, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'inbound marketing. C'est des gens qui ont un besoin. Ils l'expriment souvent sur Google. Ils prennent leur smartphone. C'est OK Google ou dis Siri, comment changer un robinet qui fuit dans une salle de bain. Voilà. À quelle heure ferme la piscine? Comment? Et d'ailleurs, il vient de se déclencher. C'est rigolo. Peut-être qu'il s'est déclenché aussi chez vous. Voilà. On passe notre vie à poser des questions à Google. Les gens tapent des questions sur Google. Et donc, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent des réponses. Donc, qu'est-ce que vous devez mettre sur votre site internet pour être trouvé et être bien référencé? Vous devez mettre des réponses. Voilà. Et donc, pour savoir à quelles questions vous devez répondre sur vos blogs, eh bien, il faut connaître vos clients. Parfait. Parfait, parfait. Eh ben, c'est très clair. Merci beaucoup, Mickaël, Vanessa et Emmanuel, déjà pour cette première partie. J'ai vu que vous avez répondu aussi un peu dans le chat rapidement à des questions. Merci d'avoir fait ce premier travail. Avant de passer à la partie questions, je vous partage
un lien vers notre questionnaire de satisfaction qui nous permet, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, parce que nous aussi on joue ce jeu-là, d'avoir vos retours et faire en sorte d'avoir votre ressenti et savoir comment on peut justement s'améliorer. Hop, vous avez la petite notification. Je vous repartage également l'écran pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va passer à la partie questions, mais juste avant, oui, et pardon, et dans le questionnaire de satisfaction, il vous permettra justement de recevoir directement et très rapidement un lien sur une page web, une page Notion pour être exact, un récap de tout ce qu'on vient de se dire là dans le webinaire, on va dire une espèce de checklist avec les grands points clés, mais également de tous les webinaires de la journée. Donc c'est intéressant, vous pouvez remplir ce questionnaire une seule fois de satisfaction et vous avez l'ensemble, et vous avez également, très important, des offres de nos partenaires. Ce sont des offres exceptionnelles, exclusives, que vous pouvez justement bénéficier grâce justement à votre participation à Feu de camp. Je vous partage également un bon plan qu'on a l'habitude de partager, mais qui est aussi très 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 important, et je vous le remets dans le chat. C'est un programme qui s'appelle justement Tous en ligne maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas. Et Tous en ligne maintenant, c'est quoi? C'est une initiative qui s'adresse à toutes les personnes qui ont une activité qui existe depuis plus de 2 ans et qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 15 000 €. Si vous avez justement ces 2 critères, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement 100% financé par l'État. C'est dans le cadre de son plan France Relance, vraiment 100% financé. Vous n'avez même pas besoin d'avancer de fonds, et qui vous permettra justement d'avoir ce programme d'accompagnement sur une thématique de votre choix, par exemple création de site internet, optimisation d'un site, emailing, etc. Et justement, en 3 semaines, vous pourrez justement atteindre ces objectifs. Hop, vous avez le lien dans le chat si vous avez besoin de plus d'informations pour justement voir si vous êtes éligible là-dessus. Je retire du coup le support de présentation. Hop. Et on repasse du coup à la partie questions. On a bien respecté le timing, donc déjà bravo à vous. Et n'oubliez pas également, vous avez les offres de nos partenaires que vous allez pouvoir retrouver, que je vous partage également. Hop, tout de suite. Je vais prendre des questions. Voilà, je vais prendre des questions. Vous avez les offres de partenaires que vous retrouvez sur notre site et je vous les mets dans le chat immédiatement. Je vais prendre des questions. Je vais prendre une première question d'Anne-Sophie qui nous demande quels outils gratuits utiliser pour se constituer un CRM. Je n'arrive pas à trouver une bonne orga à ce sujet. Est-ce que vous avez un outil user-friendly? Alors, si quelqu'un Bonne question. Alors, nous, on utilise Notion. On a fait faire un Notion sur mesure avec un CRM, et sachant que sur Notion, il y a aussi des modèles de CRM qui sont gratuits que vous pouvez récupérer. Alors, il y a des CRM plus professionnels comme effectivement HubSpot, etc. Mais pour démarrer, Notion, moi, je trouve ça top, donc je recommande. Ouais. Notion est pas mal, vous permet même de gérer un peu votre base de données. Nous, on l'utilise au FoliWeb notamment. Vous pouvez faire des gestions de projets, etc. Donc voilà. Ok, pas mal. Trello aussi, je vois que c'était cité dans la question, mais Trello pour l'organisation, ouais, c'est pas mal. Question de Nicolas, quels outils de prospection recommandez-vous d'utiliser pour gérer ces prospects? Je pense que, encore une fois, ça va dépendre de la cible, en fait, finalement. Voilà, on n'arrête pas d'en parler, mais de connaître son client, ça va nous permettre d'adapter, mais vous avez pas mal d'outils. Franchement, le téléphone, ça reste quand même un des meilleurs, un de nos meilleurs moyens, je pense. Il y a les réseaux sociaux, vous avez les recherches sur Google. Maintenant, Internet est quand même un outil assez puissant qui permet d'avoir accès à de la donnée très rapidement. Et le bouche à oreille aussi, c'est quand même très important. On l'a dit à demi-mot, mais le mot bouche à oreille n'est pas un gros mot. Au contraire, d'aller parler, échanger et voilà, de demander de vous recommander aussi, c'est très important pour aller trouver de nouveaux clients. En fait, ça va vous permettre de gagner du temps parfois avec certains prospects. Ok. Ouais. Chez moi, on parle de bouche à oreille 2.0 avec la gestion des avis.
Et j'ai une astuce qui me revient là, je vous la donne maintenant. Dans un des épisodes de l'émission télé, Connecte ta boîte, j'ai accompagné un apiculteur et il avait 11 avis sur sa fiche Google. Et si vous regardez l'épisode, vous verrez, c'est très drôle. On lui dit, mais 11 avis, bon, ils sont bons, mais c'est pas beaucoup. Il lui dit, bah ouais, en plus, sur les 11 avis, il y a ma femme, j'ai mon fils, j'ai un cousin et puis j'ai un ami. Bon, c'est pas grave. Alors, comment on a fait pour lui générer plus d'avis? On lui a créé En fait, on a juste repris le lien qui permet qu'on peut envoyer au client pour que le client nous laisse directement un avis. Il a juste à cliquer sur le nombre d'étoiles et à mettre son commentaire. Et ce qu'on a fait, là je reparle aux artisans, mais ça va parler aussi à tous ceux qui ont des prestations. On a pris ce lien, on l'a transformé en QR code, et ce QR code, on l'a mis sur tous ces pots de miel. Donc aujourd'hui, quand on achète son pot de miel, eh bien, sur le pot, sur l'étiquette, il a mis un QR code, et le QR code mène directement sur la fiche Google à l'endroit pour laisser un avis. Donc si lui l'a fait sur son pot de miel, vous pouvez très bien le faire sur vos bons de commande, vos factures, votre voiture. Je vous vois des voitures de société avec des gros logos Google, Instagram, etc. Il y en a même un qui tourne sur le web qui a mis tous les logos Facebook, Insta, TikTok, et en dessous il a mis on n'a rien de tout ça, mais ça fait pro. Plutôt que de faire de la pub à ces marques qui n'ont pas besoin qu'on leur fasse de la pub, souvent même je vois du gmail.com, outlook.com, etc. Je ne sais pas combien Google paye ces entreprises pour que ces entreprises mettent Gmail sur leur bagnole. J'ai mon idée là-dessus, mais déjà la bonne pratique, c'est de communiquer sur sa boîte. Vous mettez votre nom de domaine, ça fait bien plus professionnel, crédible que gmail.com ou autre. Mais aussi, pourquoi pas mettre un QR code vers son site web ou le formulaire pour laisser les avis. Voilà, donc solliciter les avis, ça peut être aussi tout simplement mettre sur tous ces documents un petit QR code ou un petit adresse. Racontez-nous, dites-nous ce que vous avez préféré de cette expérience. Okay. Et pour les bonnes pratiques aussi, il y a énormément de groupes, de réseaux professionnels. Par exemple, je pense à Entreprendre au féminin, mais plein de choses. Il y a énormément de groupements, de réseautage qui peuvent être mis en place pour vous. Ça peut être très dédié à votre métier, ça peut être très dédié à votre zone, localisation, etc. Mais c'est aussi un bon moyen pour aller rencontrer d'autres indépendants, mais qui peuvent aussi devenir vos clients parce qu'ils font pas le même métier que vous. Ça peut être aussi un bon moyen d'aller en chercher, je pense. Exact. Parfait. On va passer à une autre question de Tiffen qui dit « Bonjour, de mon côté, j'ai une question sur le curseur de relance et comment ne pas devenir trop insistant. J'ai eu plusieurs fois des personnes très motivées aux premiers échanges et ensuite impossible de convertir un rendez-vous. Merci. » C'est une question un peu plus commerciale, on va dire, sur savoir jusqu'à où il faut relancer. Si l'un de vous a une suggestion. C'est connu quand même. Hein. Enfin, les relances, plus on relance, plus on a de chances de transformer ou de closer, comme on dit. Et j'ai même lu une stat, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que à partir d'un certain nombre de relances, le taux de transformation augmente très fortement. Et c'est peut-être, je crois que c'était 5 ou 6 relances, donc il ne faut pas avoir peur. Peut-être que c'est pas le bon moment pour le client. Je sais que on parlait de CRM. Peut-être que dans le CRM, faut s'inscrire quel est le bon moment pour appeler le client. Le client dit non, aujourd'hui j'ai pas de besoin. Pourquoi pas un jour. Ok, et ce jour c'est quoi vous? Si c'est dans un an, c'est dans un an. Et puis dans le CRM, on dit recontacter cette personne. Là, on est le 23 mai aujourd'hui. Dans un an, je la recontacterai le 23 mai 2025. Et ça montre aussi la démarche professionnelle parce que on suit le client dans sa vie. Et tant qu'il nous dit non, je suis vraiment pas intéressé, je n'achèterai jamais votre produit, ça ne m'intéresse pas, je pense qu'il faut continuer à le relancer. Donc, c'est aussi montrer qu'on prend soin de ses clients. Oui. Ils aiment bien. Ils aiment bien aussi qu'on les relance.
vraiment penser. Je compléterai en fait sur le fait que tout simplement, si vous le faites pas vous, il y en a d'autres qui vont le faire. En fait, c'est toujours. Il y a eu pas mal de questions sur oui, mais est-ce que je suis légitime? En fait, faut pas qu'il y ait de syndrome de l'imposteur. En fait, à un moment donné, vous avez une offre, vous créez, vous savez votre valeur, allez-y. Honnêtement, dans tous les cas, comme on disait, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez tout à gagner. Donc, si à un moment le client il en a marre, je pense qu'il est aussi assez intelligent pour vous dire bon, je suis pas intéressé et voilà. Mais n'hésitez vraiment pas, je pense que vous avez tout à y gagner. Exact. Question d'Ophélie, question je pense qui est beaucoup posée. Et si le plus gros problème de mes clients est qu'ils n'ont pas de budget, les associations par exemple? Faut Ça, c'est un changer peu de la client. question. J'ai pas de budget, j'ai pas d'argent. Voilà. Que dire, que faire? Ben, faut voir si c'est un problème de budget déjà ou de valeur perçue, parce que moi je vois parfois des clients qui en réalité ont le budget et ont la trésorerie, mais ont peur d'investir justement dans la personne, dans ce qu'elle propose, parce qu'ils ne voient pas tout ce que ça pourrait leur apporter, ils ne voient pas le retour sur investissement. Donc c'est une objection vraiment assez classique, et dans votre offre, il faut vraiment montrer le retour sur investissement. Après, ça peut aussi être un vrai problème de budget, parce qu'effectivement les associations, c'est peut-être pas la meilleure cible quand on est prestataire de services. Les associations, c'est plus peut-être pour le coaching, la formation, etc. Parce qu'effectivement, les budgets sont plus limités. Ok. Parfait, parfait. Je vous propose de prendre 2 dernières questions, comme ça on aura répondu à plusieurs questions. Une question d'Émilie, tiens. Comment exploiter les personnes qui consultent notre profil sur LinkedIn? Alors, moi, je pense qu'il y a, on va en parler à l'atelier qui sera juste après. Donc, il faut qu'Émilie suive vraiment l'atelier suivant. Oui, c'est vrai que ce sera plus sur l'autre atelier. Spontanément, je dirais que les gens viennent, quand on vient sur mon profil et que les gens viennent en public, c'est un peu comme si ces personnes ouvraient la porte de ma boutique. Quand j'ai un client qui rentre dans ma boutique, je lui dis bonjour, bienvenue chez nous. Je vois que vous êtes intéressé par nos produits, nos services. En quoi puis-je vous aider? Du coup, je vois que bonjour, vous avez visité mon profil. Voilà, juste solliciter le petit message. Ouais. truc. C'est ça. Je suis d'accord. Peut-être juste, Alexandre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. J'y ai répondu, mais autant le mettre sur la table sur je ne sais pas qui sont mes clients, je ne connais pas ma cible, comment faire. Et j'ai répondu la même chose à tout le monde et je m'en excuse avec une réponse un peu liminaire, mais il faut poser des questions aux clients. Si vous ne savez pas qui sont vos clients, il faut les appeler, il faut les contacter, il faut aller les voir, il faut les rencontrer, il faut leur demander qui ils sont, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les agace au quotidien, qu'est-ce qui les empêche d'avancer, quel est leur objectif pro, perso, qu'est-ce qu'ils aimeraient atteindre, voilà. Les connaître. Voilà, oser. On m'avait dit un jour, j'ai un collègue qui m'a dit surprends-toi à demander, tu te surprendras à recevoir. C'est vrai, c'est philosophique, c'est vrai que c'est vrai. Oser, on revient souvent avec ce terme d'oser demander, oser se montrer, oser voilà, se mettre en avant. Et on va conclure sur une dernière question qui est un peu sur le prix qu'on a abordé plusieurs fois, mais elle a eu beaucoup de votes. Celle-ci, c'est une question de Florence. Est-ce une bonne idée de proposer une ou quelques prestations gratuites à son réseau proche pour lancer l'activité, pouvoir se prévaloir de ses premiers clients, ou recommandez-vous de le facturer dès le départ? J'ai mon avis sur la question. Là, j'avais répondu tout à l'heure. Ouais, en fait, je pense que le risque, c'est toujours ça, c'est qu'il faut toujours trouver le bon ton. C'est que parfois, de ne pas donner de prix, ça va peut-être même faire peur à certains clients, en fait, si vous n'êtes pas assez cher ou vous vendez gratuitement. Donc, ça va encore une fois dépendre de votre cible, mais il y a des choses que vous pouvez offrir, des prestations, des avant-prestations. Pour autant, votre travail a une valeur et en fait, il ne faut pas avoir honte. Il faut vraiment assumer le fait que ça a un coût. Qu'importe le prix, mais ça a un coût et donc du coup, vous ne travaillez pas gratuitement en fait sur les grandes valeurs que vous apportez. C'est hyper important.
Exactement. Si je peux ajouter une histoire, là j'habite dans une maison, on a une copropriété de quartier et on a fait installer une petite clôture. Il y a un petit terrain qui va être repris par la métropole et donc on a fait appel à plusieurs entreprises pour installer ces clôtures. On a reçu 3 devis et parmi les 3 devis, il y a un freelance, donc un auto-entrepreneur qui a répondu et qui était moitié moins cher que toutes les autres, que les 2 autres entreprises bien établies. Et donc nous, copropriétaires, on a reçu ces 3 devis et en assemblée, on a regardé ça, on s'est dit, waouh, il est moitié moins cher, ça doit pas être un vrai professionnel. On va prendre un qui est plus cher. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ok. Eh ben parfait. Eh ben écoute, merci Mickaël. Je vous ai partagé également dans l'onglet sondage un sondage qui nous permet de donner votre note de 1 à 10. Comme ça nous permettra nous de savoir ce que vous avez pensé de l'ensemble. Je vous repartage aussi dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction. Comme ça, vous pourrez recevoir justement les fameux bullet points qui vous permettront d'avoir l'ensemble. Et pour répondre aux questions qu'on a eues souvent, oui, il y aura un replay. Le replay sera disponible dès la fin de la table ronde. Vous gardez le même lien de connexion. Je vous repartage également les offres de nos partenaires importants à avoir. Comme ça, vous pouvez bénéficier de l'ensemble, ainsi que le lien vers le questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup Emmanuel, merci Vanessa, merci Mickaël pour votre temps. C'était vraiment top. Merci d'avoir répondu à toutes les questions, puis pour la clarté de vos informations. Et merci pour toutes les questions en ligne. Ouais, merci, c'était top. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée Manuel, Vanessa et Mickaël. Très bonne journée. Bonne journée à tous. Merci d'être venus. On se retrouve pour les prochains à 11h pour un thématique prospecter et vendre sur LinkedIn sans équipe commerciale, c'est possible. Merci de votre participation aujourd'hui et on vous dit à très bientôt ou à plus tard dans la journée. Bonne journée, au revoir.